On va poursuivre cette session de DPC avec une amie chère amie, Nathalie Wodak, qui va nous parler cette fois-ci de l'allergie et l'allergie alimentaire, hein, puisque c'est ce qui nous on va dire, impact au niveau digestif et les problèmes cutanés. Est-ce que devant tout eczéma, il faut s'évertuer à faire des évictions alimentaires? En tout cas, toutes ces questions que nous nous posons au quotidien, je suis sûr que Nathalie va y répondre. Je lui cède volontiers la parole. À toi, Nathalie. Alors, merci Marc de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet pas évident. Alors, je vais vous apporter le point de vue du dermatologue que je suis. Et nous allons donc aborder un petit peu toutes les symptomatologies dermatologiques qui doivent faire évoquer une allergie alimentaire. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les allergies alimentaires schématiquement, et je remercie mon amie et associée Karine Garcette de m'avoir prêté cette diapositive pour vous montrer que les allergies alimentaires, alors on les différencie en fonction de leur délai de survenue et de leur mécanisme, puisque nous avons donc schématiquement les formes IgE médiées qui sont des réactions immédiates dans lesquelles on retrouve l'urticaire et l'angioœdème que nous allons détailler. Les formes mixtes, à la fois IgE et non-IgE, qui sont plus tardives, on appelle ça les formes retardées, qui surviennent plusieurs heures, voire jours après la prise alimentaire. C'est là qu'on retrouve l'eczéma et la dermatite atopique et son lien complexe avec une allergie alimentaire éventuelle. Dans ce groupe, nous retrouvons aussi l'œsophagite éosinophile que les gastro-entérologues connaissent bien. Et enfin, des formes non-IgE médiées strictes qui sont chroniques, comme le CEPA. Alors nous allons nous intéresser aux signes cutanés, donc aux deux premiers cadres. Allergie alimentaire et signes cutanés. Alors, dans les formes IgE médiées immédiates, il faut savoir qu'on a des réactions cutanées dans 3/4 des cas. On va les détailler. Ce sont donc les urticaires superficielles ou profondes qu'on appelle l'angioœdème, plus ou moins suivies d'un rash morbilliforme plusieurs heures après la réaction immédiate. Ce rash dure quelques heures. Il fait partie de cette réaction immédiate. Ça s'appelle la phase tardive de la réaction immédiate. À signaler quand même dans les formes immédiates IgE médiées 2 cas particuliers où la réaction survient plus tard, plus de 4 heures après la prise alimentaire. C'est l'allergie à l'alpha-gal, qui est un sucre des viandes rouges, et l'anaphylaxie à l'effort, qui est plus classique avec le blé et qui survient tardivement après la prise et surtout avec un effort associé. Les formes retardées, ce sont ces eczémas qui sont possiblement majorés par un aliment, et enfin des formes mixtes où on a d'abord la réaction immédiate qui entraîne secondairement une majoration de l'eczéma. Alors commençons par ces formes immédiates IgE médiées. Il s'agit donc de l'urticaire et de l'urticaire profonde qu'on appelle l'angioœdème. Ces réactions surviennent en fait dans l'heure qui suit la prise. On dit c'est précoce, mais c'est même immédiat. Bien sûr, les aliments en sont responsables, mais pas exclusivement. On a aussi des allergies immédiates à certains médicaments et aux venins d'hyménoptères. Et le délai et les symptômes sont de plus en plus importants au fur et à mesure des réintroductions. Donc en haut, vous avez l'angioœdème, qui c'est cette urticaire profonde, cet œdème qu'on voit sur les zones fines, que sont les paupières, le visage, les organes génitaux, et l'urticaire superficielle que vous voyez en bas, que vous connaissez tous très bien. Il faut savoir que l'origine allergique donne de l'urticaire ou de l'angioœdème, mais qui sont cliniquement exactement les mêmes, sémiologiquement parlant, que l'urticaire d'origine non allergique. Ce qui caractérise, c'est la survenue immédiate et brutale après la prise alimentaire. Et ce qui permet de faire le tri, entre guillemets, entre l'origine allergique et non allergique,
Donc on disait c'est pas la clinique, c'est son délai de survenue immédiat et brutal après la prise, et c'est sa durée, parce que c'est toujours inférieur à 24 heures. Une urticaire qui dure plus de 24 heures, vous êtes tranquille, c'est pas allergique. Et bien sûr des signes associés possibles que sont le prurite palmoplantaire, très bon signe, et puis les signes respiratoires, les signes digestifs, une espèce de grosse fatigue type coup de pompe associés, et au maximum, bien sûr, les signes anaphylactiques qui peuvent mener jusqu'au choc. Les urticaires allergiques, non allergiques, on ne va pas en parler, mais on va quand même les citer pour dire qu'elles sont beaucoup plus fréquentes chez l'enfant. Donc attention, ce n'est pas parce qu'il y a une urticaire qu'il faut chercher une allergie alimentaire. On a donné les caractéristiques qui doivent vous faire évoquer l'origine allergique. Mais sachez que 90% des urticaires de l'enfant ne sont pas d'origine allergique, elles sont essentiellement post-infectieuses et surtout virales. Elles surviennent sur des terrains, un petit peu de préactivation mastocytaire, il y a des terrains un peu urticaires, c'est plus fréquent chez les atopiques, et vraiment l'interrogatoire et l'histoire fait la différence. Ça dure plus de 24 heures, plusieurs jours par semaine, ça peut durer même très longtemps, il y a des formes chroniques qui durent plus de 6 semaines, et là il faut impérativement surtout ne pas s'embarquer dans des bilans allergos qui ne servent à rien, et rassurer les familles en disant qu'il n'y a aucun risque d'angioœdème et d'asphyxie ou de risque anaphylactique dans ces formes non allergiques. Le risque anaphylactique et d'angioœdème avec risque asphyxique, d'asthme aigu, ne concerne que les urticaires d'origine allergique et jamais les autres. Donc on rassure, on donne des antihistaminiques et on ne fait pas de bilan allergologique. Donc, après ces formes immédiates IgE médiées, dans les allergies alimentaires, on a dit il y a les formes mixtes, IgE non IgE, des formes plus tardives dans lesquelles on retrouve la fameuse dermatite atopique, l'eczéma. Pourquoi ça passe plus? Voilà. Alors, quelques photos, mais vous en avez tous vu, on en a plein dans nos cabinets de consultation de l'eczéma. Illustrons quand même quelques images. Voilà. Alors, l'eczéma, ça peut être facile avec quelques plaques, mais ça peut être érythrodermique, comme on dit, avec pas de surface saine, une atteinte sur l'ensemble du tégument. Et le challenge dans cette histoire, c'est qu'en penser qu'elle peut être liée ou favorisée, amplifiée par une allergie alimentaire. Et ben c'est pas souvent. Ça, c'est comme l'urticaire allergique, ça existe, mais c'est minoritaire. La première chose qu'on va regarder et que tous les pédiatres regardent, c'est la croissance de l'enfant. Si effectivement notre eczéma est sévère, est associé à une cassure de la courbe saturo-pondérale, alors là, effectivement, méfiance. On a vu que l'eczéma, c'était dans une case de forme retardée où on a aussi des entérocolites allergiques qui s'associent, des œsophagites éosinophiles. Et tout ça induit une cassure de la courbe saturo-pondérale et donc doit nous faire évoquer l'allergie alimentaire associée. Parfois, il n'y a pas de cassure de la courbe saturo-pondérale, mais on a un eczéma, et là tous les termes sont importants, qui est sévère, qui est difficile à contrôler par un traitement adapté. C'est dans ce cas-là qu'il faut se méfier. Il n'est pas question d'évoquer une allergie alimentaire causale ou responsable par quelque manière que ce soit devant un eczéma léger, modéré, localisé, un eczéma des joues isolé sans rien sur le corps, un eczéma qu'on contrôle facilement par le traitement. On ne va pas aller faire des bilans allergologiques et encore moins des régimes. Alors, pour comprendre tout ça, on va refaire un petit focus sur qu'est-ce que la dermatite atopique. Alors maintenant, vous avez tous entendu parler de cette physiopathologie qui s'est imposée. La dermatite atopique, ce n'est pas une maladie allergique, c'est une maladie de la barrière cutanée. On a un défaut de barrière cutanée, un défaut qui touche plus précisément la couche cornée, qui est cette couche superficielle de l'épiderme. On a des anomalies génétiques diverses qui altèrent les protéines de la couche cornée. La filagrine, c'est la plus connue, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des protéines de liaison intercellulaire, il y a des protéases, enfin des inhibiteurs de protéases plus exactement. Et toutes ces anomalies de la barrière superficielle font que les pauvres kératinocytes sous-jacents se retrouvent en prise directe avec tout ce qui vient en contact de la peau, à commencer par le microbiote.
Et ces micro-organismes de surface vont venir altérer, exciter en quelque sorte les kératinocytes mal protégés qui vont du coup libérer des cytokines. Parmi, la plus connue s'appelle la TSLP, et ces cytokines vont ensuite stimuler nos lymphocytes et nos cellules de Langerhans dermiques et orienter les lymphocytes cutanés naïfs vers la voie TH2. Donc on va fabriquer des lymphocytes CD4 de la voie TH2 qui vont à leur tour sécréter des cytokines dites TH2, bien médiatisées aussi, qui s'appellent l'IL4, l'IL13, 31, 22. Et ces cytokines vont être responsables à leur tour d'une aggravation de la barrière cutanée parce qu'elles vont modifier la différenciation des kératinocytes. Donc elles vont altérer à leur tour cette anomalie de barrière et favoriser la boucle anomalie de barrière, inflammation, anomalie de barrière. Et ces cytokines, outre l'anomalie de barrière qu'elles majorent, créent une inflammation de l'épiderme, créent le prurite, l'interleukine du prurite, c'est l'IL31, et cette boucle explique à elle seule, sans histoire allergique là-dedans, l'inflammation de la dermatite atopique. Voilà un autre schéma où vous voyez que l'altération de surface entraîne la sécrétion de TSLP, stimule les lymphocytes, oriente les lymphocytes vers la voie TH2, qui sécrètent ces cytokines pro-inflammatoires de la voie TH2, qui vont altérer à leur tour la qualité de la barrière, et ainsi de suite. C'est ça la dermatite atopique. Voilà encore des photos. Alors, quand on a compris ça, on comprend le traitement. Donc, le principe du traitement, c'est déjà leur expliquer ça. Franchement, en consultation, même en 20 minutes, on a le temps de leur dire 3 mots sur la physiopathologie et les gens comprennent très bien. Ça permet de leur expliquer aussi, et j'en profite pour vous le dire parce que c'est encore une idée qui traîne trop dans les esprits et il faut vraiment, nous, dermatologues, lutter contre cette idée fausse. Les enfants qui ont de l'eczéma, il faut les laver. Pourquoi ? Parce qu'on a dit ils ont un microbiote sur la peau. Le microbiote chez l'atopique, il est particulièrement représenté par le staph doré. Et si on ne les lave pas, ce microbiote, il s'amplifie. Et ça a été montré récemment par une étude publiée en 2020 qui a pris 2 groupes d'enfants, alors pas très gros les 2 groupes, 20 chacun, mais n'empêche, une étude en crossover, donc ils étaient 40 en tout. Ceux qui étaient lavés 2 fois par jour, on est allé franco dans la différence, avaient un eczéma qui se comportait beaucoup mieux avec des scorades et des consommations de corticoïdes qui étaient bien meilleures, meilleures ou inférieures que les enfants lavés 2 fois par semaine. Donc vous voyez, il faut les laver, prendre un savon doux qui ne déterge pas la peau, pas trop chaud parce que ça fait gratter, mais tous les jours. Ensuite, on met un émollient pour bien combler les brèches du stratum corneum, apporter des lipides, combler les brèches, diminuer la perte en eau, améliorer ce défaut de barrière. Et on lutte contre l'inflammation TH2 induite en utilisant essentiellement des dermocorticoïdes, parfois du tacrolimus, avec 2 manières de faire. La première ligne, et celle qu'on utilise dans plus de 90% des cas, c'est un traitement réactif, c'est-à-dire qu'on traite les poussées jusqu'à ce qu'elles disparaissent, on s'arrête quand c'est parti, on reprend quand ça revient. Et en deuxième ligne, dans les eczémas un peu difficiles, qui récidivent beaucoup et qu'on a du mal à contrôler, on fait ce qu'on appelle un traitement proactif, c'est-à-dire en entretien où on met des corticoïdes sur les zones atteintes 2 fois par semaine, en plus du traitement réactif. Et j'en profite pour vous glisser l'information qu'on vient d'avoir une extension d'AMM de la biothérapie vedette pour l'instant et seule de la dermatite atopique qui s'appelle le dupilumab, qui était jusqu'à présent autorisé uniquement chez l'adulte et qui maintenant, depuis novembre, a l'AMM et la distribution en ville pour les ados de plus de 12 ans et l'extension d'AMM chez les enfants entre 5 et 11 depuis le mois de mars 2020. Le dupilumab, c'est un inhibiteur du récepteur à l'IL4 et à l'IL13, donc ce sont des cytokines TH2, et ça marche divinement bien dans la dermatite atopique. Donc en pratique, comment fait-on ? On les lave tous les jours, on applique un dermocorticoïde adapté, et là c'est important parce qu'on va revenir à notre histoire d'allergie alimentaire, à l'intensité de l'inflammation et à l'importance des lésions. Donc on peut utiliser la fluticasone, ça s'appelle la Flixovat, elle était en rupture, elle est revenue, ça nous arrange parce qu'on l'aime bien en dermato. La tridésonite, si l'inflammation est très modérée, attention, ça ne marche pas très bien la tridésonite, il faut vraiment que ce soit léger. On peut aussi utiliser la bétaméthasone crème ou pommade, donc la diprozone. Nous, on aime bien en dermatologie faire des préparations diluées où on dilue
On dilue de la bétaméthasone à moitié avec un émollient pour avoir plus de crème sans avoir plus de corticoïdes. Ça a deux intérêts, ça fait de l'épargne cortisonnée et ça rassure aussi les mamans qui peuvent étaler plus facilement quand l'enfant a un eczéma érythrodermique. Donc dans des formes très diffuses, c'est intéressant de faire des préparations diluées. On fait un traitement réactif en première ligne et on donne comme consigne de ne pas dépasser 30 grammes, c'est-à-dire un tube par mois. On associe des émollients, bien sûr, quotidiennement. L'objectif, on leur explique, c'est de sortir du cercle vicieux de l'inflammation qui aggrave le déficit de barrière, lequel va aggraver l'inflammation, qui va aggraver le déficit de barrière, et ainsi de suite, ce cercle vicieux. Il faut que notre traitement, en parlant d'un eczéma sévère, on se met dans le cadre de l'eczéma érythrodermique, le bébé qui en a partout, comme sur les photos. Il faut que notre traitement il permette d'obtenir une très franche amélioration dans le premier mois de traitement, de sortir du cercle vicieux, de restaurer la barrière. Quand la barrière est restaurée, elle est moins perméable. Si elle est moins perméable, elle s'inflamme moins et elle sera moins perméable si elle est moins inflammée, et ainsi de suite. Dans plus de 90% des cas, je vous promets, ça fonctionne très bien. On en a eu tous en dermatologie pédiatrique des bébés avec de l'eczéma érythrodermique diffus qui répondent extrêmement bien à ce traitement d'attaque et en 3-4 semaines, ils sont transformés, tout va bien et il n'est pas question d'évoquer autre chose. Maintenant, quand se méfier d'une allergie alimentaire associée, c'est si ça ne fonctionne pas. Qu'on a mis un dermocorticoïde de classe 2, type fluticasone, bétaméthasone, qu'on a dilué ou pas, parce que même la bétaméthasone diluée, ça marche très bien, et si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne, mais qu'on a une récidive immédiate dès le lendemain de l'arrêt de la corticothérapie, et qu'on n'arrive pas à sortir du cercle vicieux, si on a la persistance continue d'un fond érythémateux, vaguement œdémateux, c'est jamais lisse, c'est jamais blanc, si, et tout ça va de pair, on arrive à une consommation qui dépasse 30 grammes par mois. Et puis, bien sûr, une chronologie qui reste compatible avec l'aliment. Si on a un enfant qui tolérait très bien les protéines du lait de vache pendant 6 mois et puis qui d'un seul coup commence à faire un eczéma mal contrôlable, on ne va pas évoquer les protéines de lait de vache. Alors, il faut savoir que c'est une situation rare. On en a tous en dermatologie, mais vraiment, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ce n'est même pas bien évalué. Mais concrètement, ce n'est pas fréquent. Et quand on a un doute, là, on peut, même en tant que dermatologue, s'autoriser à supprimer l'aliment suspect. Moi, je vous donne le point de vue du dermatologue. Je ne suis pas allergologue, donc j'adresse l'enfant en allergologie. Et ensuite, c'est un faisceau d'arguments qui va nous permettre d'avancer. Les résultats des tests, alors les IgE spécifiques, les prick tests, certains font des patch tests, mais c'est un peu controversé chez les allergologues parce que l'interprétation des patch tests n'est pas toujours évidente, surtout sur une peau lésée, une peau atopique, c'est pas facile. Et puis c'est surtout l'effet clinique de la suppression et des épreuves de réintroduction qui permet d'avancer. Alors pour finir, donc on a parlé de quand évoquer une allergie alimentaire devant des signes cutanés, on a parlé des réactions immédiates avec l'urticaire, l'angioœdème, on a parlé de l'eczéma, de sa physiopathologie, de son principe thérapeutique et quand sur un eczéma évoquer les allergies alimentaires. Et je voulais finir par cette dualité physiopathologique intéressante et source de beaucoup de publications et de projets d'avenir thérapeutique. C'est cette dualité, cette dialectique entre eczéma et allergie. On a dit que l'eczéma, ce n'était pas une maladie allergique, c'était une maladie de la barrière cutanée avec une boucle d'inflammation épidermique. Mais néanmoins, cet eczéma, il s'associe à des allergies alimentaires, puisqu'on a dit qu'il faut les chercher dans certains cas. Donc il y a bien une association. Et cette association entre les allergies immédiates et retardées, elle existe dans environ 30% des cas, tout compris. Et pourquoi cette association? Pourquoi chercher? Pourquoi s'interroger sur le rôle de l'allergie dans l'eczéma? Eh bien là, on va remercier les organisateurs d'avoir décalé ce topo de 2 ans parce que ça nous a permis de voir arriver des articles très bien faits avec des beaux schémas que je ne me suis pas privée d'aller reprendre. Pas
par cette équipe leader dans ce domaine et ce concept de la sensibilisation aux allergènes alimentaires via la peau et la barrière cutanée altérée. Vous connaissez tous de nom cet Anglais Gideon Lack, qui a été le premier à développer ce concept. Où donc on reprend la physiopathologie de la dermatite atopique, qui est cette altération de la barrière. La barrière cutanée, elle est de base défaillante à cause de la sécheresse et des défauts moléculaires qui caractérisent ce terrain. Elle est en contact avec, on a dit, le microbiote, tout ce qui vole, mais dans ce qui vole, on a aussi des allergènes alimentaires qui sont sous forme volatile dans l'atmosphère de nos cuisines. Et ces allergènes alimentaires, ils vont rentrer par la voie cutanée. Et on a dit qu'on avait cette boucle d'inflammation non spécifique, mais bon, dans le derme, on a aussi des lymphocytes T, on a ces lymphocytes T qui vont, suite à leur activation Th2, stimuler la population de lymphocytes B et faire fabriquer des IgE spécifiques aux lymphocytes B et développer des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes B et T, CD4, Th2 mémoire, qui vont savoir reconnaître ensuite cet allergène alimentaire. Et pas que alimentaire, d'ailleurs, ça marche aussi pour les pneumallergènes. Et la peau va donc servir de porte d'entrée pour sensibilisation aux allergènes alimentaires volatiles dans l'atmosphère. Et plusieurs études, alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a permis d'arriver à cette compréhension, mais montrent que la barrière cutanée altérée, ne serait-ce que sèche sur la gauche, mais a fortiori inflammatoire sur la droite, permet aux allergènes alimentaires de rentrer et de déclencher cette sensibilité et l'allergie authentique qui va se traduire ensuite par des réactions immédiates et ou retardées. Toujours dans cette chaîne physiopathologique, Gideon Lack a aussi montré, et d'autres, que finalement, l'allergie alimentaire arrivait beaucoup plus par voie cutanée que par voie digestive, comme on pensait initialement, et que la voie cutanée aboutit à la stimulation Th2 et au développement d'une allergie, alors que la stimulation par voie orale digestive, elle, est une voie qui conduit à une autre chaîne immunologique et à la création de lymphocytes T régulateurs et à une voie TH1 interféron qui n'aboutit pas à une allergie, mais plutôt à une tolérance. Donc, plutôt que d'exposer la peau aux allergènes alimentaires, il faut exposer le tube digestif et introduire précocement les allergènes par voie orale plutôt que par voie cutanée sur une barrière cutanée défaillante. Donc, qu'en déduire ? C'est un peu logique. On pourrait se dire qu'il faut lutter au plus tôt contre l'altération de la barrière cutanée pour prévenir les allergies alimentaires. Alors, quand, comment, combien de temps ? C'était une très bonne idée. On a eu une première étude publiée en 2017 qui nous montrait que, mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, puisque cette étude pilote, l'a publiée en 2017, montrait que des enfants à qui on avait mis un émollient dans les premiers mois de vie développaient moins de dermatite atopique et d'allergies alimentaires au bout de 2 ans. On a voulu consolider cette observation avec 2 nouvelles études qui ont été publiées en 2020. Et là, malheureusement, on n'a pas confirmé. On n'a pas retrouvé cette prévention. Alors, pourquoi ? Peut-être que dans ces nouvelles études, les émollients ont été mis plus tard. Ce n'étaient pas les mêmes émollients, ils étaient plus à base de vaseline, alors que dans l'étude de 2017, c'était un émollient avec des céramides, enfin une autre qualité d'émollient. On s'est demandé s'il y avait une bonne observance, parce que c'était fait à la maison, et si éventuellement les mains des mamans qui mettaient les émollients étaient toujours propres et ne comportaient pas des allergènes alimentaires sur leurs mains et qui finalement étaient appliqués en même temps que l'émollient sur la peau pour expliquer ce manque d'efficacité
préventive par rapport à l'étude pilote de 2017. Donc c'est en cours. Et il y a d'autres études qui sont en cours pour essayer d'y voir plus clair. On peut aussi se poser la question de ne pas exposer la peau d'un atopique à un allergène qui n'aurait pas encore été introduit par voie orale. Alors ça, c'est très théorique parce que ça complique la cuisine, surtout quand il y a plusieurs enfants d'âge différents. Et puis, bien sûr, lutter rapidement contre l'inflammation. Alors ça paraît extrêmement logique. Réparer la barrière, ne pas laisser rentrer les allergènes alimentaires par la peau, du moins tant qu'ils n'ont pas été introduits par voie orale. Et là aussi, ça tombe bien qu'on ait décalé parce que cette étude est sortie en 2020. Ce sont des Japonais qui ont eu un design très très intéressant. Ils ont pris beaucoup d'enfants, 170. Certains, ils ont divisé en 2 groupes à peu près équivalents, donc tous atopiques, tous avec un eczéma sévère. Ils ont divisé en 2 groupes, c'est une étude rétrospective, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Certains qui ont été traités rapidement, dans moins de 4 mois après leurs premiers symptômes, donc dans les 4 mois qui ont suivi le développement de leur eczéma, et d'autres qui ont été traités plus de 4 mois après le développement de leur eczéma. Alors même traitement, même schéma thérapeutique dans les 2 cas, ce qui a été différent, c'est le délai dans lequel on a introduit ce traitement efficace. Ils ont suivi ces enfants jusqu'à l'âge de 2 ans et ils ont regardé non pas la sensibilisation, mais la survenue d'authentiques allergies alimentaires, vraiment avec allergie immédiate, déclenchement IgE médié. Eh bien, vous voyez, à 2 ans, c'est tout à fait intéressant et significatif. Le groupe traité tôt a significativement moins d'allergies alimentaires que le groupe traité tard. En bleu, c'est allergie plus, je vois bien, et en rouge, allergie moins. Vous voyez que dans le groupe traité tôt, le rectangle allergie est significativement plus bas, plus faible que dans le groupe traité tard. C'est la première étude dans ce que j'ai lu qui montre cette différence. Alors, il y en a d'autres qui sont en cours. Alors, c'est toujours des Japonais. Je ne sais pas, ils ont beaucoup d'atopiques, les Japonais. Et puis, peut-être une méthodologie très, très rigoureuse. Et là, ils sont en train de faire une étude qui n'est pas encore publiée, qui s'appelle PASI, Prevention of Allergy via Cutaneous Intervention, où là sur un groupe beaucoup plus grand d'enfants, et c'est en prospectif, ils font 2 groupes aussi, avec un groupe qu'on va traiter agressivement, entre guillemets, intensivement dès l'apparition de l'eczéma, avec un traitement proactif, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on laisse un traitement de fond 2 fois par semaine, un corticoïde de bon niveau, l'équivalent de notre diprozone, au long cours pour vraiment complètement supprimer l'inflammation cutanée, et un groupe qu'on traite plus classiquement avec un traitement réactif uniquement lors des poussées, mais qui contrôle un peu moins bien l'inflammation. Alors, résultat pas encore publié, mais c'est vous dire si ça fait réfléchir et donne lieu à beaucoup d'études et peut-être à terme à une prise en charge différente de l'eczéma. Un petit peu comme les maladies inflammatoires finalement. On parle de l'early tide control dans les maladies inflammatoires. Il ne faut pas laisser démarrer l'inflammation sous peine de se retrouver débordé. Bon, là, ce n'est pas la même idée, mais peut-être que faire un early tide control de l'eczéma permettra de diminuer significativement les allergies alimentaires sur ce terrain et de raccourcir aussi la durée de la dermatite atopique. En tout cas, moi, dans ma pratique clinique quotidienne, j'ai quand même cette impression, alors sur les allergies alimentaires, je ne peux pas dire, mais que les petits qui arrivent avec un eczéma sévère érythrodermique, qu'on traite d'emblée très bien, très vite, et bien finalement, ils évoluent bien. Ils évoluent bien, ils ne traînent pas, entre guillemets, vers un eczéma qui dure des mois et des mois, comme si le fait de bloquer rapidement l'inflammation permettait aussi une évolution plus favorable à terme de la dermatite atopique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bodac. Je n'ai pas encore de questions qui arrivent, mais je ne doute pas que ça va arriver. Donc, je voulais vous remercier d'avoir rappelé déjà que l'eczéma n'est pas synonyme d'allergie alimentaire. Nous, en ville, on est confrontés à une corticophobie majeure de la part des mamans, bien sûr, mais surtout de certains soignants.
Et puis, on voit de plus en plus de régimes d'exclusion inutiles et probablement injustifiés, notamment chez des mamans qui allaitent. Voilà. Et puis, donc, merci d'avoir rappelé qu'on peut laver les enfants et qu'il est inutile de les priver de piscine. Tout à fait. Voilà. Même la piscine. Alors, j'ai une question qui est arrivée. Je vous la lis. Peut-on appliquer Flixovat ou Diprozone sur la tête des nourrissons? Bah oui. Oui. En plus, l'eczéma, il commence volontiers par le visage. Donc, justement, oui, il n'y a pas de contre-indication. Alors, en général, on met plutôt la Flixovat parce que c'est une peau plus fine qui réagit bien à un corticoïde moins puissant. Mais on a des enfants dont l'eczéma est d'emblée sévère très tôt sur le visage et on peut mettre de la Diprozone. Oui. On parlait des difficultés sur les paupières et qu'est-ce que tu en penses? Alors les paupières, ça dépend de l'âge. C'est vrai qu'un tout petit, dans les 3 premiers mois, d'abord ils ont pas de l'eczéma exclusivement sur les paupières. Ils en ont toujours un peu ailleurs. Et quand on traite le reste, même si on ne met pas sur les paupières, parce que de toute façon ça stresse tellement les mères que c'est un peu difficile. Mais on en met autour et les paupières s'améliorent par contiguïté. Ok, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une autre question qui arrive. Conseillez-vous des émollients avec des céramides plutôt que de la vaseline? Alors les céramides, il y en a dans tous les émollients du commerce. Hein, tout ce qui est la Derma, la Roche-Posay, ils mettent des céramides dedans. Il n'y a pas de lien d'intérêt, il n'y a pas de laboratoire. Qu'est-ce que tu utilises toi? Ça nous intéresse. Moi, j'utilise, en fait, je m'adapte beaucoup aux familles. On n'est pas dogmatique. Alors maintenant, ils sont tous avec leur yucca, là, donc il y a de la vaseline et les dérivés des huiles minérales, ils n'aiment pas. Alors franchement, il y a pas d'argument aujourd'hui scientifique pour ne pas utiliser des émollients à base de vaseline. On fait aussi beaucoup de préparation. Moi, j'aime bien parce que ça marche bien, c'est neutre, c'est remboursé par la Sécu. Les émollients du commerce, ils ont quand même un coût et on a des familles chez qui ça peut être un frein. Comment tu prescris, s'il te plaît, les préparations? Oui, préparation. Très, très schématiquement. Oui, il faut mettre la petite formule qui permet d'obtenir le remboursement que les pédiatres connaissent, que vous utilisez aussi quand vous faites faire des médicaments qui n'existent pas chez l'enfant. C'est la fameuse phrase « préparation magistrale à visée thérapeutique remboursable ». Et on leur fait des mélanges. Alors, soit on met du cérate de galien, on peut mettre de la colle crime avec du glycérolé d'amidon, on fait des préparations comme ça. Et puis sinon, il y a tous les émollients du commerce. La Dexéril, franchement, nous, on n'a rien à lui reprocher. Les gens ne veulent pas toujours parce qu'il y a un conservateur de la famille des parabènes dedans et puis il y a de la vaseline, alors ils n'aiment plus maintenant. Mais bon, elle est remboursée, elle ne coûte pas cher et elle marche très bien. Et puis après, il y a tous les labos qui font des émollients, tous aussi bien les uns que les autres. En tout cas, l'émollient, il est indispensable. On a dit, il colmate les brèches de la couche cornée. En fait, il n'hydrate pas, il empêche la peau de perdre son eau. Il se met dans les brèches du stratum corneum, il fait un film hydrophobe et il empêche la perte en eau qui déstabilise l'épiderme. Merci. De la part du docteur Emmanuel Bourra, donc merci pour ce topo. Je pense important de préciser toujours là, Emmanuel. Que sensibilisation, présence de raste alimentaire ou aéroportée spécifique ne veut pas dire allergie. Tous les petits eczémateux ont des rastes positifs et tous ne nécessitent pas forcément d'exclusion. Absolument. Je ne vais pas détailler tout parce que j'ai fait le point de vue du dermatologue et pas de l'allergo, mais il se sensibilise. Dans 60% des cas, on trouve des rastes positifs. Ça ne veut pas du tout dire allergie. L'allergie, c'est un faisceau d'arguments entre la clinique et effectivement les données des tests allergologiques. On rebondit pour réaffirmer ce que tout le monde sait, à savoir qu'il n'y a aucune pertinence des IgG alimentaires et que, effectivement, comme tu l'as dit, les tests patch pour l'allergie alimentaire et uniquement pour l'allergie alimentaire n'ont pas été évoqués comme permettant d'améliorer la sensibilité du diagnostic. Donc c'est vrai que pour des vieux comme moi qui avaient l'habitude de prescrire des patch tests pour le lait, par exemple, maintenant c'est quelque chose qui n'est plus recommandé du tout. Mes collègues d'allergologie à Trousseau ne les font pas. Ne font pas de patch tests alimentaires. Après, il y a des équipes qui les font. Bon, c'est un peu controversé, mais c'est pas recommandé. Voilà, c'est pas un gold standard du tout. Encore
2 petites choses et puis après je vous laisse la parole. On a la sensation quand même qu'il y a de plus en plus d'enfants eczémateux. A-t-on des pistes là-dessus? Sur le fait qu'il y en a de plus en plus? On en voit quand même de plus en plus. Alors bon, est-ce que c'est parce que... Alors, il y en a qui disent on les lave trop, il y en a qui disent on les lave pas assez, mais quid? Je peux pas répondre à cette Il n'y a question. pas de... Voilà. Ouais, non, Okay. Et enfin, juste rappeler qu'il ne faut vraiment pas retarder l'introduction des aliments allergènes chez les bébés qui ont un eczéma. Voilà. Ah oui, non, au contraire. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Super pour ces messages clairs, pratiques, qui au quotidien nous accompagnent. Merci encore Nathalie.